L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Mathieu Guillermin, docteur en physique et docteur en philosophie. Il est enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Bonjour Mathieu Guillermin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer l'intelligence artificielle, ChatGPT, Mistral, IA générative. Au fond, qu'est-ce qu'une IA, Mathieu Guillermin ? C'est une vaste question, mais déjà je pense que la première chose intéressante à dire, c'est que c'est pas que GPT, Mistral, enfin ça on parle des choses les plus récentes, de l'IA générative, où le but globalement c'est souvent de prendre du texte et de générer du contenu, du texte, de l'image ou des choses comme ça, et pas forcément des choses qu'on maîtrise très très bien. On veut que ça nous surprenne un peu, on veut que ça nous suggère des choses intéresses, donc ça c'est tout un champ intéressant, mais qui n'est pas du tout le même que des choses qui existent déjà depuis beaucoup plus longtemps. L'analyse d'images automatique, et ça c'est dans les premières choses qui ont marché avec ce qu'on appelle l'apprentissage machine, même si ça fait rêver, c'est plus prosaïque que ça, mais déjà 2010-2011, depuis qu'on a de grosses bases d'exemples. C'est pas si nouveau que ça. Et pourtant, les progrès sont absolument fulgurants. Ce que je vous propose, Mathieu Guillermin, c'est d'écouter un texte qui a été généré par une intelligence artificielle. Nous lui avons juste demandé, avec ma voix, de vous présenter. Écoutez. Actuellement maître de conférences à l'Université catholique de Lyon, Mathieu se distingue par ses recherches sur les implications éthiques et sociétales de l'intelligence artificielle. Il nous invite à considérer l'IA non seulement comme un outil technologique, mais aussi comme un miroir de notre humanité. Alors là, ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle, ou plutôt ce que Romain, que je remercie d'ailleurs, qui nous a aidés, a demandé à l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser ma voix, de présenter votre pensée. Je n'ai rien lu sur vous, je n'ai rien dit. Est-ce que c'est exact ? Oui, disons que les recherches en éthique sur l'intelligence artificielle, c'est à peu près exact. Après, moi, j'aurais jamais dit que l'IA est le miroir de l'humanité. D'accord. Pas comme ça, en tout cas. En fait, il faut s'en méfier quand même. Oui, disons que ça donne des idées, mais derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un... Enfin, toute l'IA générative, c'est ça. C'est fait pour donner des idées, améliorer ce qu'on fait, mais il faut des gens compétents qui vont pouvoir utiliser ça à bon escient. Contrairement à de l'IA plus ancienne où on a des choses plus fiables comme l'analyse d'images, même à but médical, il y a des choses, on détecte des fractures automatiquement, on détourne des zones à irradier dans les thérapies pour le cancer automatiquement, ça fait gagner du temps et là, il y a des médecins qui repassent mais ils s'attendent à ce que ça soit correct. C'est fait pour être fiable, c'est beaucoup plus simple comme programme et alors c'est très complexe quand même mais c'est plus simple que les GPT ou autres et du coup, on attend que ça soit fiable. Alors que GPT, c'est pas fait pour être fiable, c'est fait pour donner des idées. Et après, c'est pas le même programme qui copie votre voix. Et ça, c'est assez effrayant dans les potentialités que ça a en termes d'escroquerie, de manipulation, de choses comme ça. Ouais. Mais se pose donc alors la question de la limite éthique que l'on se fixe. Comment trouver cette limite éthique ? Aujourd'hui, y a-t-il des limites à l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est le Far West ? Oui, alors il y a des limites dans ce que ça fait parce que ça reste des machines qui exécutent des calculs et du coup tout ce qui peut être bien calculé peut éventuellement être fait si on a bien paramétré le calcul. Donc ça c'est la limite de la machine et vu que ça a ces limites-là, on peut pas du tout y aller les yeux fermés en mode ça va faire tout et n'importe quoi. Les discours qui disent que, et c'est un peu le Far West dans ce sens-là, ça va tout résoudre, ça va tout nous trouver les solutions à tous nos problèmes, c'est pas vrai, c'est un mensonge ou un manque de compétences et donc du coup, ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que ça peut faire vraiment, est-ce que ça va le faire comme il faut, et est-ce que cet objectif-là, il est souhaitable. Et surtout, cet aspect-là, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder, notamment, est-ce qu'il est souhaitable de remplacer le travail de telle et telle personne, ou de les faire travailler avec un assistant ou pas. C'est des choses auxquelles il faudrait réfléchir. Et d'ailleurs, il y a une étude de la banque Goldman Sachs qui dit que 300 millions d'emplois sont menacés par l'intelligence artificielle aux États-Unis et en Europe. C'est quand même quelque chose qui nous fait peur, l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça peut supprimer mon travail. Moi, dans 10 ans, vous dites que une intelligence artificielle est capable de reproduire ma voix parfaitement. Moi, j'ai plus de travail. Potentiellement, mais... c'est gentil. Mais faudra voir. Non, mais ça dépend aussi de la qualité de ce que les gens attendent et à de multiples niveaux. Mais je vais revenir là-dessus après. Mais d'abord, c'est pas l'IA qui va vous prendre votre travail. C'est des gens qui vont décider qu'à votre place, on va mettre une machine. Mais il y aura une décision humaine, ou alors on aura décidé en amont qu'il y a des décisions qui vont... Enfin, des choses qui vont se passer, qui vont être calculées directement, mais l'IA n'aura même pas pris de décision, parce que prendre une décision, c'est-à-dire l'IA vivre ne quelque peut pas chose... prendre de décision. Elle peut faire que dans une situation, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'IA, ce n'est que du calcul. Enfin, c'est du calcul. C'est une machine mécanique qui fait des calculs, qui calcule très bien, avec des calculs parfois opaques à cause des questions d'apprentissage machine
machines où on paramètre automatiquement des programmes. Et donc là, quand on les a paramétrés automatiquement, pourquoi ils font telle et telle chose, à quoi on peut s'attendre, ça peut être surprenant, donc on peut avoir des problèmes de ce côté-là. Mais par contre, le programme tel qu'il est, on lui donne une entrée, il fait son calcul, il travaille. Et donc, c'est dans ce sens-là où, pour moi, dire par exemple la machine prend une décision, c'est une analogie, mais on mutile, et ça va être important pour réfléchir à ce qu'on lui laisse faire ou pas, on mutile l'idée de prendre une décision. Prendre une décision, normalement, il y a quelqu'un qui vit quelque chose, quand on parle d'un humain, il vit quelque chose, il va vivre avec les conséquences, ça lui évoque plein d'émotions, plein de choses, tout ça c'est dans le vécu vivant, et il n'y a pas du tout ça dans une machine. Et justement, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a une prise de décision à un moment ou à un autre, et toute la question éthique, une grande partie de la question éthique, c'est est-ce que cette prise de décision de mettre ou pas de l'IA à tel endroit ou à tel autre endroit, quelle IA et pourquoi, tout ça, est-ce que c'est fait dans de bonnes conditions ? Et dans de bonnes conditions, j'entends notamment avec une réflexion la plus large possible. C'est pas sain de dire ça va être la responsabilité de seulement les gouvernants ou la responsabilité de seulement OpenAI ou des gens qui développent les technologies. On doit aussi impliquer les gens, et il faut qu'ils veuillent s'y impliquer pour après pouvoir faire des choix aussi, peser sur les régulations, mais aussi sur les choix de consommation et des choses comme ça. Vous remettez l'humain, vous dites que c'est à la fin un humain qui décide. On a l'impression parfois lorsqu'on voit des décisions ou des prompts, comme on dit, des rendus d'intelligence artificielle qui sont très proches de ce qu'un humain pourrait faire. La question qu'on finit par se poser, c'est qu'est-ce qui fait que notre humanité est singulière ? Qu'est-ce qui nous rend si humains par rapport à une intelligence artificielle ? Alors juste déjà, moi, on peut enlever de la décision humaine. Simplement, c'est pas remplacé par de la vraie prise de décision dans un sens humain, c'est remplacé par du calcul automatique. Et ça, on peut le mettre à plein d'endroits, mais la décision aura été prise à un moment ou à un autre de le mettre, il y a une décision qui aura été prise. Après, pourquoi justement c'est pas de la prise de décision ? Mais justement parce qu'au moins, il y a plein de choses, mais quel que soit le programme, ça reste un ordinateur, ça reste... alors là, on n'a sûrement pas le temps de développer, mais un ordinateur, ça peut être fait en bois, en Lego. On peut chercher ça sur Internet et c'est juste que là, c'est miniaturisé. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce n'est que de la mécanique, la décision prise par... Mais le cerveau, on pourrait vous opposer que, ça se trouve, dans 15 ans, on pourra faire un cerveau en bois. Oui, mais peut-être pas, parce qu'un cerveau, c'est un organisme. Et donc, il y a une autonomie, même si on en reste au niveau biologique, sans aller plus loin, c'est des entités, des choses... même si on voit le cerveau comme une chose, totalement différente d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est de la mécanique. Alors c'est très complexe parce que c'est très aggloméré, plein de petites unités qui sont mises les unes avec les autres, des milliards, mais c'est toujours le même schéma et c'est pas vivant, c'est pas des cellules biologiques, il n'y a pas d'autonomie, c'est fait pour faire ce qu'on veut lui faire faire. Un cerveau, c'est pas fait pour faire ce que quelqu'un d'autre veut lui faire faire, ça a son autonomie. Et ça, c'est un peu le propre du vivant. Et du coup, mais je dirais même le jour où on va s'amuser, parce qu'il y a des recherches un peu là-dedans, à faire des unités de calcul à partir de cellules biologiques, on est déjà en train de transformer un organisme en artefact et on n'a plus en face de nous un être vivant, on a quelque chose d'hybride, quoi. Je vais reposer la même question sur la singularité de l'humain face à l'intelligence artificielle en vous partageant une anecdote que vous connaissez sûrement, cet homme qui est tombé amoureux de son intelligence artificielle parce qu'il discutait avec elle. Il a prise comme petite amie cette intelligence artificielle, je cite, « Au moins, elle ne s'opposait jamais à moi ». Est-ce que s'opposer, ça fait partie de notre humanité ? C'est ça qui nous singularise aussi ? Oui, bien sûr, mais c'est en fait, justement, avoir cette autonomie-là, biologique, mais aussi psychologique et compagnie, qui fait qu'on est un être à part entière et qui fait que, du coup, ce qu'on va donner à autrui, ça aura de la valeur. En fait, cette personne, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il fait dans sa vie elle doit être très malheureuse pour se satisfaire de quelque chose qui parle comme un humain et qui lui donne justement tout ce qu'il veut. Parce que ça a de la valeur, la valeur de l'amour de ma compagne ou de ma femme ou d'un ami, ça a de la valeur parce qu'il pourrait ne pas me le donner. Et cette valeur-là, ça change tout. La machine, elle ne peut pas ne pas lui le donner, elle est faite pour ça. Sinon, à partir du moment où on lui demande, elle le donnera. Et justement, il y a ce choix, cette décision, cette liberté qui est appliquée. Oui, ou alors on pourrait programmer la machine pour qu'elle le donne une fois sur deux ou qu'elle ne veuille pas. Ce ne serait pas la machine qui ne veut pas, c'est le programmeur. Et là, probablement que la personne, elle serait renvoyée à ces problèmes qui font qu'elle n'arrive pas à se relier avec d'autres humains. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qui se jouent. Mais du coup, ça va se jouer à ce niveau-là. Et vraiment, ce qui est important de dire, c'est que dès qu'on regarde comment c'est fait, on démystifie les choses et on voit que il n'y a pas de vie. Pour l'instant, je ne sais pas ce que seront les artefacts dans 1000 ans. Et des fois, on nous parle de « Ah oui, mais imaginez qu'on fasse une machine totalement indistinguable d'un être humain. » Oui, mais dans ces cas-là, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un être humain, c'est la même chose, c'est un corps, c'est un cerveau comme nous, et donc c'est un être humain. Sinon, un ordinateur, c'est un ordinateur, et quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est complètement inerte.
Et c'est pas vivant, c'est une première chose qu'on peut dire. Après, il y aurait d'autres arguments à mentionner, mais juste ça suffit parce que ça colle. Et après, c'est mon rôle aussi de vous dire, faites-moi confiance sur le reste en première approximation, si vous voulez pas creuser plus, mais ça colle à l'intuition qu'on a. Voilà. Quand vous dites c'est vivant, c'est pas vivant, vous avez une intuition et elle est correcte. La machine n'est pas vivante. Et ça aide après à savoir justement où est-ce qu'on va mettre de l'IA ou pas, parce que on pourra dire, ok, ça va nous faire un travail plus ou moins bien, c'est un critère. Et pour que la prise de décision sur où est-ce qu'on met de l'IA se passe bien, il faut prendre le plus grand nombre de critères possibles en compte, ou le plus grand nombre de raisons possibles en compte, et notamment, il y a de l'humain ou pas, il y a eu un vécu humain avec des émotions, du ressenti ou pas, c'est un critère qu'on va vouloir valoriser dans certains contextes ou pas dans d'autres. Nous sommes avec Mathieu Guillermin, docteur en physique et docteur en philosophie. Avec lui, nous évoquons les enjeux de l'intelligence artificielle. Vous parliez à l'instant de l'intuition. Lorsqu'on observe une image qui a été générée par intelligence artificielle, parfois elle est parfaitement réaliste, mais on intuite quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Expliquez-nous la vallée de l'étrange. Oui, alors la vallée de l'étrange, de ce que j'en ai compris, c'est l'idée que, mais ça peut être sur des robots, au départ c'était un peu l'idée des robots, mais pour les images ça va être la même idée, c'est très proche d'un humain, mais ça ressemble pas parfaitement à un humain. Ou alors c'est une image qui est très proche d'une image réaliste, mais il y a des soucis. Et en fait, ça nous dérange, parce que c'est trop proche du réaliste. Et du coup, il y a d'ailleurs les fabricants de robots, ceux qui font des robots pour que ça soit fait en série, les Nao, les Mirokai, là j'ai vu ça hier, on a vu quelqu'un qui travaille là-dedans, ils ont pris le parti de faire un truc stylisé. Et on va plus se relier au robot, parce qu'il est stylisé que si... Un robot qui correspondrait parfaitement à un humain, qui ressemblerait parfaitement à un humain, on y croirait moins. Si on vous dit pas, et si on fait un robot qui est suffisamment... vraiment, c'est indistinguable de l'extérieur d'un humain, là, à la limite, si vous le savez pas, ça va aller. Si vous le savez, ça va probablement vous déranger. Et ça sera une bonne chose. Très dangereux de ne pas dire aux gens à quoi ils ont affaire. Mais du coup... c'est pas du tout la seule façon de se relier émotionnellement parce qu'après, les gens savent que Nao ou Mirokai, ce sont des jouets, entre guillemets, des robots, et du coup ils vont s'investir en faisant comme si, et s'il y a un emoji ou une expression un peu stylisée, ça va être l'émotion que veut manifester le programmeur du robot, mais qui est censé propager le robot, elle va être très lisible pour la personne en face, et on va pouvoir se projeter dedans. Contrairement à faire des trucs comme Sophia, là, l'Android qu'on a un peu exhibé de partout, c'était pas très intéressant à mon sens, et qui est très dérangeante, mais c'est normal. Voilà. Et c'est typiquement ça, la vallée de l'étrange. Quand on est dérangé par Sophia, c'est parce qu'elle... J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, Mathieu Guillermin, sur l'intelligence artificielle, mais le temps nous manque. Merci beaucoup ce matin d'être venu nous parler sur RCF. Je rappelle que vous êtes docteur en physique et en philosophie, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon.